Donc voilà, c'est une très belle soirée. Nous avons la chance d'avoir parmi nous la réalisatrice Isabelle Coixet, à laquelle nous rendons hommage dans le cadre de la 28e édition. Donc certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir certains films qui ont été retenus pour cet hommage. Il reste encore à voir ce soir et demain. Et dans le cadre de cet hommage, nous avions décidé de faire une masterclass parce que l'œuvre d'Isabelle Coixet méritait un regard plus approfondi, un regard aussi en présence d'une spécialiste du cinéma réalisé par des femmes en Espagne et du cinéma Isabelle Coixet. Donc, à part le plaisir qui est le nôtre au nom de toute l'équipe du festival, dire que cette masterclass, elle est réalisée en collaboration avec le groupe de recherche Le CRINI, Centre de recherche sur les identités nationales et l'interculturalité. Et je profite pour saluer son directeur, Georges Laetissier, qui est présent dans cette salle et qui a contribué à rendre possible cette masterclass. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Soledad Rodríguez, qui va conduire la masterclass. J'interviendrai par la suite. Bonsoir, donc je suis ravie d'être là et je remercie Pilar Martinez-Vasseur de m'avoir invitée et je suis très contente d'avoir l'occasion justement de rencontrer Isabelle Coixet sur laquelle j'ai travaillé donc, pour des articles et je travaille aussi sur ces films avec mes étudiants. Alors, ce qu'on peut dire déjà sur son cinéma, sur sa production, sur sa carrière, c'est que sans doute Isabelle Coixet est la réalisatrice qui, à l'heure actuelle, a fait le plus de films. 12 films de fiction, 3 documentaires, plusieurs courts-métrages. Donc, on a là une sorte de record par rapport aux réalisatrices. On va dire qu'une des plus connues, des plus productives jusque-là, c'était dans la génération de la transition. Ça avait été Pilar Miró avec 9 films. Là, on voit qu'on a véritablement une œuvre qui se construit au fur et à mesure. D'une certaine façon, Isabelle Coixet est sans doute, on va dire, après Luis Buñuel, la cinéaste espagnole la plus universelle aussi, parce que voilà, elle a tourné dans divers pays, diverses langues, donc l'espagnol et l'anglais principalement. Mais on peut aussi entendre parler catalan ou japonais. Voilà. Alors moi, ce que j'aime beaucoup en fait dans le cinéma d'Isabelle Coixet, c'est que c'est un cinéma qui ne laisse pas indifférent. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui, à la fois, nous permet de penser, va nous faire penser à certaines choses, et c'est un cinéma aussi qui va s'adresser à nos émotions. Et je crois que ça, ce sont deux fonctions essentielles du cinéma. Alors ça, je parle principalement de son cinéma de fiction. Un autre aspect aussi dans l'œuvre d'Isabelle Coixet, c'est, je crois, son engagement par rapport à certaines problématiques sociales. Elle a travaillé sur la torture, elle a fait un film avec le juge Garzón. Et donc, on a là aussi une cinéaste engagée. On va avoir deux facettes. Et cet engagement qu'on a principalement dans ses documentaires, on le retrouve aussi à certains moments, évidemment, dans son cinéma de fiction. Alors, j'aimerais commencer par évoquer La librairie. C'est son dernier film, mais je pense qu'il va nous permettre d'aborder, d'être un peu peut-être le fil conducteur pour toute son œuvre. Tout d'abord parce que La librairie nous parle évidemment de cet amour pour la lecture, de l'importance de la littérature pour les individus, on va dire, et particulièrement donc pour le personnage principal. Et ça, c'est un fil conducteur, je dirais, à divers niveaux dans son œuvre. Tout d'abord parce que la littérature est très présente dans certains de ses films. On va avoir des livres qui sont cités. Donc là, pour les spectateurs qui viennent de voir La vie secrète des mots, on avait la nouvelle de Cortázar et on avait également les lettres de la religieuse portugaise. Et puis il y avait un petit clin d'œil aussi avec un ouvrage de John Berger. Donc voilà, les livres sont très présents dans ces films. Et aussi, peut-être, y a-t-il quelque chose,
dialogue constant entre la littérature et le cinéma. Et je dirais que un des éléments de ce dialogue, c'est aussi la présence de la voix narrative. On la trouve dans la librairie, on l'a eu aussi dans La vie secrète des mots. Et ça, je pense que ça permet aussi de montrer de quelle façon cinéma et littérature sont en partie liés, même si, évidemment, le cinéma a cette particularité de nous proposer des images. Et c'est là où on a évidemment quelque chose qui offre une nouvelle dimension. Alors j'aimerais peut-être commencer par interroger donc, Isabelle Coixet sur son rapport à la littérature, l'influence qu'elle a dans son cinéma, et peut-être aussi sur cette adaptation de ce roman de Penelope Fitzgerald pour son dernier film. Bonjour, merci à d'être ici. C'est un peu bizarre, non, qu'on est entre deux femmes qui parlent de vous. Je me sens un peu comme si elles étaient en train de parler de quelqu'un d'autre, mais merci. La littérature et la voix off, non ? Je sais que, disons que la plupart des écoles de cinéma, dans la première classe, on dit non, la voix off, c'est pas une chose qu'il faut utiliser, c'est trop littéraire, c'est trop ça. Bon, moi, j'ai étudié, je suis lycéenne en histoire. Je n'ai jamais été dans une école de cinéma, donc toutes ces règles sur les choses qu'il faut faire ou il ne faut pas faire, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une chose que je sais qu'il y a des films où la voix off, c'est complètement, la voix off répète des choses qu'on est en train de voir. Moi, j'essaye, au moins, chaque fois que j'essaye, que j'utilise un voix off, c'est pour faire un contraste entre qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on écoute. La librairie, mon dernier film, pour moi, c'est une obsession. C'est un livre que j'ai lu, il fait peut-être 10 ans, 11 maintenant. Et quand j'ai découvert un livre, c'est pas nécessairement parce que je suis en train de chercher des sujets, parce que j'écris aussi des scénarios originaux sans aucune référence littéraire. Non, mais il y avait quelque chose dans ces livres que me fascinait. Il y avait cette femme, cette Florence Green, cette femme qui a un tout petit rêve et qui essaye, un rêve que j'ai eu aussi, non ? J'imagine que tout le monde qui aime les librairies et les livres, un jour on a pensé, ça va être cool, non ? Si on a une petite librairie, café, comme les bien-aimés ici à Nantes. Mais bon, après, on se rend compte qu'avoir une librairie, c'est un travail, c'est pas si facile que ça. Mais pour moi, cette métaphore d'un petit rêve qu'on essaye de faire dans un petit village et tout ce que ça provoque dans les gens autour de vous, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup et je me sentis très proche aussi à cette femme, cette Florence Green. Il y a un côté innocent, il y a un côté, courageux, mais courageux un peu inconscient, non ? Parce qu'elle mesure pas qu'est-ce qui va se passer après, non ? Elle voit pas que les gens, que pour les gens, le fait qu'elle ouvre cette petite librairie, ça va être une catastrophe. Et je sais pas, j'ai lutté beaucoup pour faire ces livres et pour le faire de manière comme je l'avais envisagé quand j'ai lu le livre. Je sais que j'ai changé beaucoup de choses dans le livre. Il y a la fin de roman, c'est pas la fin de film. Il y a aussi il y a des personnages qui sont un peu plus développés, mais parce que moi, comme spectateur, j'ai fait le film que j'ai vu dans ma tête quand j'ai lu les livres. Tout ça, c'est fait avec
avec le permis des héritiers de Penelope Fitzgerald. Pour moi, c'était très important surtout sa fille, parce qu'il y a un personnage dans le livre que c'est elle. Donc, c'est la petite fille, Christine, c'est la fille de Penelope Fitzgerald. Et je lui ai dit, bon, écoute, c'est pas ça que je veux faire. Et il m'a donné complètement liberté pour prendre le roman de sa mère et le porter à l'écran. Et je ne sais pas si c'est un livre littéraire, oui, il y a des films littéraires, mais maintenant il y a aussi des romans cinématographiques. Pour moi, ces frontières entre le cinéma et la littérature, c'est pas si clair que ça. Et c'est vrai que dans mes films, il y a toujours des livres, parce que, bon, les personnages, normalement, ils sont entourés de livres, parce que moi, et chez moi, dans ma famille, on vit toujours entouré de livres. Pour moi, c'est une chose très, très naturelle, c'est pas quelque chose de forcé. Et y a ça. J'ajoute quelque chose. On peut marcher, on s'en va. Quelque chose. Et les livres sont arrivés comment dans ton enfance? Par courrier, par Amazon. Non. Moi, je viens d'une famille, ma mère de Salamanca et mon père de Barcelone. Mon grand-père, il était de Perpignan, mais il est mort avant que je suis née. Et chez moi, il y avait des livres. Mon père, je crois qu'il a quitté l'école à 14 ans. Il y a 14 ans et demi, il a commencé à travailler dans la même usine que son père. Et ils n'étaient pas les propriétaires de l'usine, hein. Ils étaient des ouvriers. Mais mon père, il y avait le goût des gens qui n'ont pas une formation académique, mais il y avait, aux côtés de, disons, Stendhal, il y avait aussi des auteurs comme Pearl S. Book, disons des auteurs plus commerciaux et plus, moins relevants. Non, il y avait un mélange de choses. C'était Catherine Mansfield et des auteurs, c'est pas, comment s'appelle ça, ce type. Il a gagné le prix, le Nobel Prix, mais il n'est pas mon auteur, je trouve. Bon, il y a un mélange vraiment des choses de haute couture, haute littérature et des choses pas vraiment intéressantes, non. Mais ce mélange, pour moi, c'était très important et j'étais entourée de tous les mélanges de livres différents. Alors, un autre aspect que moi j'aime beaucoup aussi dans votre cinéma, c'est le fait que vous allez filmer très proche des corps. On va avoir beaucoup de gros plans, mais aussi des gros plans de visage qui nous permettent en fait de comprendre quelles sont les émotions des personnages. Mais on va avoir aussi des plans qui vont détailler des parties du corps et qui vont rendre compte finalement de ce que c'est qu'être vivant, de ce que c'est qu'avoir un corps, nous rappeler nos 5 sens. Alors je pense particulièrement à la très belle séquence d'ouverture de Ma vie sans moi, hein, où on a vraiment le sentiment que le personnage nous explique ce que c'est qu'être vivant, puisque justement son cheminement, ce sera... une fois qu'on lui annonce qu'elle est malade et qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre, ça va être de profiter de ces derniers moments. Et ça, on le retrouve aussi donc, dans d'autres films, par exemple la carte des sons de Tokyo aussi, où on va avoir ces images très sensuelles aussi, des relations entre les personnages. Et on a donc chez vous une approche du corps qui est une approche particulière, qui donne à voir et qui donne presque à sentir l'aspect corporel des individus, des personnages. Dans ce travail sur le corps, moi aussi j'ai été très sensible, notamment dans le film sur la carte des sons de Tokyo.
au fait qu'on avait une représentation qui n'était pas du tout habituelle des relations sexuelles. Un point de vue donc, qui part du plaisir que va ressentir la femme. L'homme qui, voilà, on n'a pas une relation sexuelle, on va dire, avec pénétration, quelque chose qu'on peut voir dans beaucoup de films. On a vraiment quelque chose d'autre et qui, du coup, donne à ce film-là, je dirais, sa note particulière. On évoque aussi la sensualité du vin. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette façon que vous avez en fait de filmer les corps et de rendre compte, me semble-t-il aussi, de ce que c'est qu'être vivant, de ce que c'est qu'avoir un corps? Je crois que parmi mes influences, il y a un film que j'ai vu quand j'avais 14 ans. Je crois que c'est la première fois que mes parents ils m'ont amené à la Cinémathèque à Barcelone et ils m'ont amené à voir La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. Et voyant ce film, parce que bon, j'avais vu des films avant, mais il y avait un côté charnel qui m'a beaucoup touchée. Non, je me souviens qu'il avait il avait un gros plan de son visage. Et on voyait vraiment le petit ride. Il y avait aussi un gros plan de son bras. Il y avait un moment qu'on voyait vraiment la chair de poule. Hein. Et j'ai vu ça et je sentis comme si c'était la première fois que j'ai vu vraiment un corps et un visage et la chair. Non et c'est ça que cette image de corporéité, de la chair que j'étais en train de chercher tout le temps, non? Disons que j'ai volé aussi ce côté charnel et de le film de Dreyer à ma vie sans moi, non? Il y a exactement, je crois qu'avec le même cadre et tout, un gros plan de la peau de Sarah Poorly avec la chair de poule, hein. Et c'est pas un hommage, je l'ai volé, écoute, c'est... Mais sur le film de Tokyo, pour moi, c'était un film que c'était encore plus évident la première fois qu'on a commencé à faire les essais avec Rinko Kikuchi et Sergi Lopez. Et bon, je ne sais pas si j'imagine que vous avez vu film de Sergi Lopez, que c'est une force de la nature, mais disons que la subtilité et l'élégance, c'est pas son truc. Donc, aussi, on a essayé de le faire dire des mots en japonais, parce que, bon, à Barcelone, il m'a dit, oui, j'irai à Japon un mois avant, je prenais des cours de japonais, j'ai dit, nickel. Bon, il est arrivé, je crois, 2 jours avant de tournage, c'est comme ça, et on avait 2 jours des essais avec eux, non? Et bon, je me suis dit, bon, le seul langage que ces 2 personnages partagent, c'est le langage de sexe et de la chair, non? Il y a rien. Parce que lui, il ne peut pas imaginer ce qu'elle a dans la tête. Je crois qu'elle imagine encore un peu plus ce qu'il lui il a dans la tête. Mais bon, elle est une femme, c'est normal. Et donc, disons qu'on n'a fait pas des essais sur les scènes de sexe. Disons que Sergi, que je l'adore, c'est quelqu'un c'est un vrai ami, mais disons que son anglais, c'était pas extraordinaire aussi. Disons que et Rinko, son anglais, c'était un peu approximatif. Donc, dans cette espèce de quelqu'un d'absence d'un langue commun, la seule chose qu'ils avaient en commun, c'était la chair et le sexe et l'attraction. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai chimique, une vraie électricité entre les deux. Je ne sais pas comment, parce que je sais que tout le monde parle de la chimique des acteurs et comment le metteur en scène. Bon, un metteur en scène, s'il y a un acteur... Pour moi, l'exemple le plus clair, c'est un film... Un film qui c'est un remake d'un film français que je trouve que c'est un film
vraiment bien. Mais le remake américain, c'est un désastre total. Parce que le remake américain, c'est avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Et je n'ai jamais vu deux acteurs bien, sont bons acteurs, hein? Bon, acteurs, whatever. Mais quand tu vois Angelina Jolie et Johnny Depp, il n'y a rien qui se passe. Et ça, même si, je sais pas, même si Nagi Shashima, ou même si le meilleur réalisateur du monde revient des morts, ça, on peut pas créer une chimique entre deux personnes qui se passe rien. Ça veut dire que je crois que j'ai toujours la chance au l'instant, je sais pas, mais quand je cherche des acteurs et j'imagine de ces scènes, j'ai toujours de la chance parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est une chose que moi je l'ai choisi, moi j'ai fait, mais je ne l'ai pas créé. Ce sont des acteurs de manière naturelle et organique. Ça se passe quelque chose. Et entre Sergi et Rinko, il y avait quelque chose que c'est pas mon création, c'est une espèce de miracle de la chair et de l'attraction qui c'était vrai, hein, non? Et à la fin de tournage, je ne sais pas s'ils étaient amoureux, mais il y avait quelque chose. Y ahí lo dejo. Alors, dans votre cinéma, des choses que je ne t'ai jamais dites, on va trouver une thématique un petit peu récurrente. C'est le problème de la communication entre les individus. Comment est-ce qu'on arrive à se parler, à exprimer ses émotions, et de quelle façon on peut les dire au bon moment? Comment est-ce qu'on peut être vrai? Comment est-ce que on sait soi-même en fait ce qu'on ressent? Et on voit que dans plusieurs de vos films, ça va être un élément très important, et ça va faire écho en fait tout au long de votre œuvre, parce que on retrouve ça finalement dans La vie secrète aussi. On a d'abord le silence, on a d'abord le fait que le personnage d'Anna ne peut rien dire sur elle-même, et puis il va y avoir cette ouverture. On voit bien aussi que dans Carte des sons de Tokyo, le personnage de Ryu ne peut rien dire non plus sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle fait. Et on s'aperçoit que finalement, la parole est quelque chose d'essentiel dans votre cinéma, c'est-à-dire que la rencontre peut se faire quand on arrive à se parler, quand on arrive à dire, à énoncer ce qu'on ressent, à énoncer ce qu'on est. Et quand on n'y arrive pas, finalement, on va avoir peut-être la notion du sacrifice ou de quelque chose qui est raté, d'une relation qui n'arrive pas à se faire. Alors, on peut repenser à Don dans Des choses que je ne t'ai jamais dites, où il n'arrive pas véritablement à énoncer ce qu'il ressent. Et puis on va avoir d'autres personnages tout au long, dans plusieurs de vos œuvres. Et on peut se dire aussi que d'une certaine façon, même si pour Ryu, son sacrifice final peut ressembler à une espèce de rédemption, le fait qu'elle n'ait pas parlé, qu'elle ait gardé son secret, peut-être là, est une limite malgré tout. Je dois dire que les cas oui, c'est vrai qu'il y a un lien commun entre ceux des personnages et les autres personnages de mes films, c'est vrai. En même temps, les cas de le personnage de La vie secrète des monts et Ryu, map de Carte de son de Tokyo, les raisons de silence sont différentes, non? Le personnage de Rinko dans le film japonais, c'est basé dans il y avait dans les années 80, surtout à Tokyo, mais surtout à Osaka, il y avait une génération de filles de Yakuza, des assassins de la mafia japonaise, que les filles de les grands patrons de la mafia, comme c'était elles avaient grandi avec le crime de manière, disons, naturelle dans ces familles,
il y avait plusieurs femmes qui étaient tous à Gage. Mais j'ai lu plusieurs mémoires de toutes ces femmes et toutes ces filles. Et dans tous les cas, il y avait quelque chose que ça existe plus rarement dans les récits des assassins hommes. Il y avait toujours... il y avait 3 cas de 13 des femmes qui avaient tué plusieurs gens, qui ont fini dans des monastères au Tibet. Il y avait des femmes qui ont fini dans des missions en Afrique. Il y avait toujours la recherche du pardon, de la rédemption. Il y avait toujours un discours de qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai fait ça. Et bon, le chemin de cette femme dans le film de Tokyo, c'est différent, non? Elle sacrifie sa vie pour quelqu'un d'autre. Mais c'est parce qu'il y a un moment qu'on dit bon, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai tué des hommes des êtres innocents, non? Le cas de Hannah La vie secrète des bons, c'est un personnage que c'est un mélange de tous les personnages que j'ai connus à la fin de la guerre à Sarajevo et surtout à Mostar. Et j'ai fait un documentaire sur des femmes qui ont été torturées, violées, tuées dans des camps dans des prisons, des hôtels, dans plusieurs endroits à Bosnie. Hein. Et surtout, il y avait une femme que se lavait les mains tout le temps, mais tout le temps. Et il y a même un moment que j'ai vu que le main de cette femme, il avait la sang, non? Et je me souviens que j'ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu as des sangs dans ta main. Et elle a entendu ce qu'elle voulait entendre. Elle dit, mes mains sont sales. Et elle a continué à se laver les mains parce qu'il y avait une espèce d'obsession sur la saleté. Elle se sentit sale tout le temps, non? Et surtout, elle écoutait ce qu'elle voulait écouter. Surtout, il n'y avait pas, c'était pas un problème de communication parce que c'était une femme qui était c'était un professeur une femme qui avait été un professeur d'anglais pour des enfants, non? Et elle parlait un anglais excellent. Mais elle se sentit vraiment sale tout le temps. Et je me souviens, après 2 mois à Sarajevo, après peut-être, je sais pas, je crois qu'on a fait des interviews à 90 femmes, 93 je crois, et je me souviens que de retour à Barcelone, on a monté le documentaire, et là, je veux dire que la dernière chose que je voulais faire, c'était un personnage inspiré dans toutes ces femmes. Je voulais faire le documentaire, retourner à Sarajevo, montrer le documentaire et oublier tout ça parce que c'était c'était des témoins impossibles à comprendre, non? Il y avait un moment que c'était vraiment difficile, et surtout toute l'équipe, on était 4, on se sentait très très important parce qu'il y avait rien à faire, hein. Vraiment, il y avait rien. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est écouter, et on a écouté. Après, j'avais commencé, avant d'aller à Sarajevo, ces films sur un type qu'il y avait un accident dans une plateforme pétrolière, parce que j'avais fait un documentaire sur une plateforme pétrolière et j'étais fascinée par l'endroit. Je dois dire que je le fais avant que Lars von Trier faisait Breaking the Waves.
Quand j'ai vu le film, j'ai dit, écoute, non, c'est pas possible. Mais bon. Mais le film que j'avais en tête, il y avait pas un personnage qui venait des Balkans, non? Mais chaque fois que je m'assois à écrire, cet personnage était là, non? Et il était là, et bon, finalement, je l'ai écrit. Quand j'ai fini le scénario, j'ai parti à Sarajevo. On a montré le documentaire à une femme, et donc j'ai parlé avec elle, avec 10 femmes, parce que les autres, on nous a donné un permis pour utiliser le témoin, mais elle a dit, bon, je ne veux pas voir, je ne veux pas rien savoir, mais il y avait 10 femmes qui j'ai dit, bon, j'ai demandé, il y avait la femme avec les mains sales, j'ai dit, écoute, je suis en train de faire un film, je crois qu'il y a un personnage qui sait un peu votre histoire, et bon, j'ai raconté, je n'ai pas raconté, j'ai lu le scénario à toutes ces femmes, et j'ai dit, écoute, si ça, c'est une chose que c'est pas bien, vous trouvez que c'est pas quelque chose qui va vous faire douleur, j'arrête, je ne ferai pas le film, mais je veux dire qu'ils ont dit non, tout fait un film, et après reviens pour nous montrer le film, et c'est ça que je fais. Dans vos films aussi, j'ai l'impression qu'il y a à certains moments comme des respirations, comme des plans qui tout d'un coup laissent les personnages et permettent aux spectateurs de respirer aussi, de réfléchir à ce qu'il vient de voir. On a des plans, par exemple, des grands plans en plongée sur la ville de Tokyo à certains moments. On a des plans aussi sur la plateforme avec la pluie qui tombe. Alors, ce sont des plans qui sont très beaux de surcroît et qui donnent un plaisir esthétique en plus de tout ce qui est en train de se passer d'un côté. Et puis, à d'autres moments aussi, on va avoir des gros plans sur je ne sais pas, la pomme par exemple, ou sur des petits objets. C'est-à-dire qu'on va passer de plans très larges qui peuvent fonctionner comme des moments justement où on observe un petit peu le monde et ce que vous nous présentez, et où on réfléchit à ce qui vient d'être montré. Et puis à d'autres moments, on va être vraiment dans le petit détail de la vie quotidienne qui permet de définir le personnage. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous construisez ça, comment les choix en fait s'opèrent, à quel moment vous dites voilà, là je vais mettre une respiration, ou là je vais ramener quelque chose qui dans les petits éléments de la vie quotidienne en fait va nous donner beaucoup de pistes sur le personnage. Moi, je suis un réalisateur qui j'ai toujours mal à dire cut, non? Moi, je suis aussi l'opérateur de mes films, donc quand je suis derrière la caméra, moi, je suis toujours à l'attente de quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai beaucoup senti les personnages respirer. Et c'est dommage parce qu'après, on passe des heures à récupérer les respirations du personnage à la salle de son, à la post-production de son. Et après, tu vois le film à la télé, on ne sent rien. On te dit, et la respiration, on a passé 2 jours pour ça et on n'entend rien. C'est pour ça que c'est toujours beau quand tu étais dans une salle avec une bonne projection, avec un bon son, il y a... Et tout ça, les respirations et tout. Et pour moi, ça, c'est une manière. Pour moi, on a l'impression qu'on est là avec le personnage, hein, avec eux. Et je trouve que dans mes derniers films, il y a encore plus de moments qu'on sent les gens respirer. Aussi, la respiration, comme avec tous ces plans que tu as cités, le plan de Tokyo, pour moi, c'est important quand il y a des choses un peu compliquées à comprendre. Pas compliquées, disons qu'il y a plusieurs degrés de compréhension. C'est bien de laisser le spectateur un peu de temps
une espèce de trêve où on peut élaborer les choses qu'on a vues et attendre les choses que peut-être on va nous montrer. Hein. Et c'est le gros plan des objets de la vie quotidienne, c'est, je sais pas, mais c'est ça comme je vois les choses, non? On vous invite chez quelqu'un que vous connaissez pas et on voit qu'il y a des choses les livres, non, les poires à moitié mangées, la poussière. Non, la poussière m'est égale. Mais la distribution des éléments, comme les gens ont le biomagasin, on voit les gens qui ont de ces, disons, comment ça s'appelle, au moins de Paris Match et à côté de New Yorker, et tu dis, écoute, le New Yorker, tu l'as mis ici parce que pour faire semblant que tu lis le New Yorker, mais tu lis ça. C'est pas. Pour moi, ces petits détails, on nous dit beaucoup de la personnalité des gens qui habitent un endroit concret. Alors, vous avez cultivé, en fait, plusieurs genres que vous abordez, mais moi, je trouve d'une façon très personnelle, en fait, en les amenant sur votre terrain, parce que on peut considérer que le film sur Tokyo, c'est un thriller, mais d'un nouveau genre. On a des mélodrames, mais c'est des mélodrames qui vont avoir une fin différente de celle du mélodrame habituel. On a aussi un film, on va dire, de fantastique, c'était Another Me, voilà. On a vraiment toutes sortes de films. Et parmi les échos qu'on va retrouver, alors on va avoir des personnages qui vivent des amours malheureuses. Donc là, on a par exemple dans il n'y a pas d'amour heureux. Hein. Ah, on ne sait jamais. À Lost et Aman, on va voir justement le vieux maître qui raconte sa passion. Pour Mathilde, mais voilà, qui elle en aime un autre. On peut considérer que d'une certaine façon, dans Tokyo aussi, on a le preneur de son qui lui aussi est amoureux de Ryu, mais qui n'arrive pas. Donc l'amour a une place très importante dans tous vos films, mais je dirais que la mort aussi. Alors, on va dire que sans doute, évidemment, le sentiment amoureux, voilà, c'est ce qui nous anime. Et puis, tous, nous sommes confrontés à un moment ou à un autre aussi à l'idée de notre mort ou à la mort des autres. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment ces thématiques-là sont pour vous importantes et au centre donc de divers de vos récits? Bon, c'est pas vrai ce que je dis avant. Il y a des amours heureux, mais disons qu'ils ne sont pas photogéniques, ils ne sont pas intéressants, non? Je crois qu'autour, on a des amis qui sont en couple depuis 20 ans, ils sont très heureux, mais tu vas chez eux et toute cette bonheur, c'est ennuyeux, hein? Donc, c'est plus intéressant que les conflits sont beaucoup. C'est pour moi qui a dit. C'est pas moi, c'est Tolstoï qui l'a dit. Les familles heureuses, on fait pas de roman avec eux, parce que les familles c'est différent. Les familles, il y a toujours quelque chose qui va pas. Bon. L'amour, ce qu'il y a, à la fin, il y a très peu de sujets. Et c'est vrai que ce sont des grands sujets de tous les romans. Mais aussi, pour moi, il y a quelque chose d'important que c'est comment on navigue la solitude. C'est pour moi, peut-être parce qu'on peut dire l'amour et la mort sont aussi les sujets des films de Fassbinder ou les films de Sieplan. Mais pour moi, c'est comment un avis de la solitude. Il y a quelque chose que tu as dit avant, que pour moi c'est très important, non?
qu'est-ce qu'on ressent vraiment. Parce que ça, parfois, on n'est pas sûr. Hein. Et je crois que tous mes personnages, il y a un moment que c'est le moment quand les choses qu'on pense, on sent et on dit sont dans le même plan, mais ça c'est des rares moments. Normalement, les choses qu'on sent, on dit et on pense sont très différents. Mais je trouve que cette espèce de valse, c'est la danse qu'on danse, que tout le monde danse dans la vie quotidienne et aussi la vie de l'esprit. Et la mort, je ne sais pas, parce que moi il y a des moments que quand j'étais jeune, j'étais convaincue que j'avais pas peur de mourir. Maintenant, je ne suis pas si sûre que ça. Je trouve, j'ai des mal dans mon dernier film, La Librairie. Il y a des moments que la première scène qu'on a tournée, c'était la mort d'un personnage, non? Et j'ai dit non, c'est pas possible. Non, on peut pas tourner ça. Le premier, la mort, non. Mais finalement, je dis bon, c'est une espèce d'exorcisme, non? Si on tue le personnage au début, peut-être il y aura l'habit à la fin. Mais bon, je trouve que mais c'est le défi principal de la vie de tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on va? Je pense à la mort depuis que je suis très petite. Même j'ai choisi la musique de mon funéral. Ouais. J'ai ajouté des choses à la liste, mais j'avais fait cette liste quand j'avais 15 ans. Maintenant, c'est une très longue liste, c'est un très long playlist. Je vais rebondir tout de suite sur ça parce que voilà, par rapport à certains cinémas, je trouve que dans vos films, on n'a pas cette surabondance de musique qui parfois accompagne tout le film et finalement on n'a pas de son in, on n'a pas l'impression d'être face vraiment à quelque chose qui se passe, mais voilà, on a la musiquette. Or, il me semble que vous avez dans vos films une façon de choisir des chansons ou des mélodies qui sont toujours très très justes et qui fonctionnent très bien avec la séquence sur laquelle donc, vous les placez. Et j'aimerais savoir un petit peu, donc du coup, quel est votre rapport à la musique, votre connaissance justement. Est-ce que voilà, c'est des découvertes pour chaque film? Vous avez déjà vos idées en tête concernant les musiques que vous allez employer pour les films? Je dois dire que je suis un très bon DJ. Et en même temps que c'est vrai que moi j'ai peur toujours de mettre trop de musique, non? Parce que je trouve que normalement le film, il y a la scène de l'amour, il y a le moment que la couple est devant la mer, il y a toujours le même genre de musique et ça c'est horrible. J'essaye de... Il y a des chansons qu'on était avec moi, surtout le procès de l'écriture. Et j'essaie toujours d'obtenir les droits de ces chansons. Peut-être on n'a pas l'argent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a toujours des thèmes que j'ai écoutés une centaine de fois et qui font partie de les séquences que j'écris. En même temps, disons que j'aime beaucoup le silence dans le film. Parce que pour moi, le silence dans la vie, pas aujourd'hui, parce qu'elle est en train de parler tout le temps, à la vie et au film, c'est important. Le silence, c'est quelque chose qui peut être très, très éloquent. Et le silence dit beaucoup de choses. Et pour moi, cet équilibre entre la musique, le parole, la respiration et le silence, c'est un peu le 4 points cardinaux que sont la base de mes films. Pilar, dis algo, que no dices nada. Non. Soledad Rodriguez, je n'ai pas présenté comme il faut Soledad Rodriguez, qui est professeure à Paris 3. Donc voilà, c'est la grande spécialiste. Donc c'est vrai que
Et moi, vous m'avez souvent entendu, etc. La chance de cette masterclass et de ces moments, je suis d'inviter des gens qui travaillent sur ces questions. Donc moi, je interviendrai après vous. Après vous. Je note ce qu'elles disent toutes les deux et après je poserai quelques questions. Alors moi, il y a des petits clins d'œil dans vos films que j'aime beaucoup, en fait. C'est quand vous vous moquez un petit peu d'obsessions qui sont censées être des obsessions pour les femmes, notamment la nourriture, le régime. Alors on trouve ça dans des choses que je ne t'ai jamais dites, alors avec la fameuse glace. Donc on voit de quelle façon la nourriture, en fait, est vue comme une espèce de compensation face à la frustration. Mais on retrouve aussi cet élément-là dans Ma vie sans moi, et puis voilà, on a des petits éléments comme ça qui pour moi en fait voilà, sont des moments de rire. Mais justement, je voudrais vous demander, est-ce qu'un jour vous allez faire une comédie du coup pour qu'on en ait un peu plus comme ce film de Jean-Pierre Bacré-Séfi, comment s'appelle ce film sur le cas qui sont de mariage, bon c'est pas bon. Comédie, hein, alors. Bon, la nourriture, c'est très important. Très important. Et c'est vrai que, avant, on a parlé de le film de Tokyo, c'est vrai que une des choses, un des liens de ces personnages, de Sergi et Rinko, c'était la nourriture aussi. C'était le sexe et la nourriture. Peut-être la nourriture plus que le sexe. Voilà. 50-50. C'est vrai qu'il y a toujours des personnages qui mangent, des personnages de partage de nourriture. C'est aussi c'est drôle parce que la première série pour HBO que je suis en train d'écrire, c'est une série sur la nourriture. Donc c'est vrai que je suis obsédée, mais j'étais avec les gens d'HBO à Londres, il fait, c'est pas 2 mois, et j'étais en train de parler de toute la nourriture qui aura en place dans cette série. Et bon, le grand patron dit « You're really obsessed about food, hein ?» Et moi, non, moi non. Mais je sais pas, c'est horrible, non, quand tu connais quelqu'un et non, les gens qui mangent pas, tous ces gens qui sont en régime tous les vie, mais qu'est-ce que c'est ça, non? Qui ne demandent pas des airs, et donc tout demande des airs, et ils sont en train de... Est-ce que je peux goûter? Moi j'ai dit, mais pourquoi tu peux demander toi aussi, non? Et c'est moi, les gens qui n'ont aucun intérêt à la nourriture, ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt à la vie. Donc, sur ma liste noire. C'est Jean et Angelina Jolie. Alors, pour moi, il y a aussi dans votre cinéma, je dirais, une éthique ou un regard qui transparaît dans des petites séquences, dans des petites remarques. Alors, par exemple, je pense à Ma vie sans moi, quand donc Anne est dans le supermarché, et puis tout d'un coup, on va avoir là une petite parenthèse qui renvoie à la comédie musicale. Donc, mais il y a aussi cette critique en fait envers une nourriture qui n'est pas forcément une nourriture saine. On va avoir dans La vie secrète ce discours de Martin donc sur le problème de la pollution. On peut aussi penser dans Personne n'attend la nuit à ce regard sur voilà, les populations autochtones, le mépris des Occidentaux et puis la compréhension qui va naître finalement entre les deux femmes. Donc il y a aussi dans votre cinéma, en plus de ce qu'on peut y trouver, cette réflexion sur les émotions, sur
la création d'images qui nous touchent, il y a aussi, me semble-t-il, quelque chose qui pour moi est important, c'est le fait que vous avez dans votre cinéma une parole sur le monde actuel, pour pointer des petites choses qui sont des petites choses que nous connaissons, avec lesquelles parfois nous sommes d'ailleurs d'accord, mais que parfois nous laissons aussi comme ça, voilà. Et ça, je crois que c'est le lien peut-être avec vos documentaires, notamment. Oui, mais en même temps, je ne crois pas au film discours. Hein. Moi, je trouve que Ken Loach, c'est un réalisateur très intéressant, mais moi, quand je vois un film de Ken Loach, je pense toujours, c'est comme un prêtre qui essaye de me convaincre de quelque chose. Et quand je sens que quelqu'un veut convaincre de quelque chose, j'arrête d'écouter. Donc oui, il y a des commentaires, il y a des choses, mais j'essaie toujours de le faire de manière souterraine, subtile. C'est pas quelque chose qui c'est comme ça de manière ouverte, non ? Parce que bon, c'est aussi comme ça répond aussi à ma attitude comme spectateur, non ? Les choses que j'attends comme spectateur, les gens que j'ai envie de voir, mais en même temps, mais c'est bon, ça fait partie de ma nature. C'est pas quelque chose que je sais pas de convaincre les gens de rien. Non, mais on va dire que c'est des choses, voilà, tout d'un coup on se dit, là, elle nous donne son sentiment. Et bon, voilà, on est d'accord ou pas, mais enfin, pour moi c'est quelque chose d'important. Je voulais aussi donc peut-être aborder vos derniers films, et notamment One Day in Spain, Un jour en Espagne. Parce que là, c'est un film où vous avez demandé la collaboration, donc vous avez utilisé les images qu'on vous a envoyées. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du coup de la façon dont vous avez conçu le montage, de ce que vous vouliez nous proposer en fait aux spectateurs après, d'où est venue l'idée? Bon, l'idée fait partie c'est un concept de Ridley Scott. Il a fait un film qui s'appelait The World in a Day. Donc, il a appelé les gens de tout le monde. C'était un appel à n'importe qui pour avoir des images de la vie quotidienne des gens à la Polynésie, au sud de l'Espagne, en France, partout. Donc, cette idée, après, c'est fait en Angleterre. Un jour, A Day in England, et après on se fait au Japon, en Italie, et bon, on m'a proposé, Ridley Scott m'a proposé de le faire en Espagne, et bon, j'ai vu tous les autres montages, j'ai dit oui, c'est une opportunité de travailler, d'élaborer une histoire, mais avec une structure que va naître de les témoins et des choses, des morceaux de vie qu'on va m'envoyer. Et je me souviens, on était à Cannes et Ridley m'a dit no, you're gonna have fun, you'll see. Bon, après j'ai découvert que Ridley, il n'a pas été dans le montage de The World in a Day. C'était une équipe une centaine d'éditeurs. Et après, je parlais aussi avec Tornatore parce qu'il a fait le même film en Italie. Et Tornatore m'a dit non, surtout pas, parce que c'était un drame, c'était horrible. On a passé un an au montage. Et il disait mais bon, it's fun, it's not. Bon, finalement, j'ai dit oui parce que je sais pas, j'avais rien à faire. J'ai dit oui. Et bon, ça a été c'était une expérience j'ai appris beaucoup. C'était une bonne leçon d'humilité. Vraiment, il y avait des choses formidables. Il y a des gens qui nous envoyaient des choses très, très touchantes, des choses très simples, mais
mais avec une concentration d'intelligence, d'humeur, d'amour. Et ça a été très long, parce qu'on a commencé pour dire les choses que non. Et ça, je veux dire, j'ai dit les choses que je n'aimais pas, c'est les choses qui ne sont pas dans le film. Et le critère, c'était... La seule chose qu'on demandait, c'était toutes les choses, il faut qu'elles sont tournées le même jour, de 12h, de minuit à minuit. Et bon, il y avait des gens que c'est carrément, parce que bon, c'était, je trouve que c'était l'automne, début l'automne, il y avait des choses que c'était l'été, et c'était ou des choses qui étaient tournées par des gens qui très 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 professionnels. C'était pas qu'on voulait, et c'était pas l'idée de film. Mais c'était très très, je dois dire très très intéressant, avec une structure qui changeait chaque mois, parce que on s'assoit avec tous les morceaux, on faisait on trouvait des manières de raconter le jour. Après, on changeait tout, mais bon, à la fin, je suis fière de ce film. Je sais que quand on l'a présenté à Télévision Espagnole, je me souviens qu'on nous a dit, mais ça c'est pas l'Espagne. J'ai dit, bon, écoute, c'est l'Espagne à moi. Donc... Là, je veux dire quelque chose. J'ai assisté à la projection donc, de ce film-là. Et à la sortie, je n'ai pas fait radio-trottoir, mais j'ai recueilli, sans le vouloir, l'impression des spectateurs qui sortent de ce film, et des gens très différents, des Erasmus, des gens plus âgés, des gens qui venaient d'autres régions de France au festival. Et c'est curieux parce que cette Espagne-là était la leur. Donc je pense que cette Espagne-là, elle est peut-être celle à beaucoup d'entre nous, et qui n'a pas une définition. Et donc, comme on dit souvent ici, elle est aussi plurielle que ton film. Donc, pas plus que ça, je dirais. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler de votre travail avec les acteurs, les actrices? Comment ça se passe au moment du tournage? Est-ce que vous travaillez avec eux avant? Est-ce que vous leur expliquez un peu leur personnage? Au moment où vous leur... Avant? Non, rien? C'est pas... Enfin, voilà, nous dire un petit peu comment ça se passe. Il faut connaître l'acteur. Il faut savoir vraiment qu'est-ce que l'acteur a besoin pour créer et recréer un personnage. Et bon, il y a des acteurs qui ont besoin vraiment des longues explications de qu'est-ce que le personnage a fait, pas seulement dans le scénario, qu'est-ce qu'il avait fait avant, mais le background, la famille, la naissance. Et il y a des acteurs qui ont besoin de rien. Parfois, on a dans la même scène un acteur qui a besoin de tout et l'autre qui a besoin de rien. Donc il faut naviguer entre les deux. Mais bon, j'ai la chance d'avoir travaillé avec vraiment de très bons acteurs, des gens très intelligents, des gens sensibles. Je dois dire que dans toute ma carrière, le seul acteur avec qui que j'ai eu des problèmes, c'est un acteur c'est pas moi, il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont des problèmes avec lui. C'est le seul acteur que je ferai jamais un autre film avec lui. Et je sais que tout le monde se demande, qui est lui? Que ce ne soit pas le nôtre préféré. Non. Non. Mais je veux dire qu'avec Ben Kingsley, j'ai fait 2 films et c'est un acteur, on peut lui demander n'importe quoi parce que tu peux demander Ben, today you're going to be a chair, and then il va faire une chaise. Hein. Ça c'est clair. C'est quelqu'un c'est pas professionnalité, parce que professionnel, tout le monde est professionnel, mais il y a quelque chose qui dépasse ça, non? Et lui, pour moi, c'est peut-être l'acteur avec plus disons l'acteur. Pourquoi? Pour lui, tout est très, très, très extrêmement facile.
Après, bon, parfois, il a des problèmes avec je sais que c'est un acteur qui... il n'est pas considéré facile. Pour moi, je dois dire que c'est un acteur qui, au début, il se méfie de metteur en scène, mais le moment qu'il prend confiance, tout va bien. Donc, on a des autres projets, je ne sais pas. Sarah Polley, pour moi, c'est une actrice que j'adore. C'est aussi quelqu'un de très proche à moi. Quand je l'ai connue, je me suis dit que c'était peut-être pas seulement l'actrice la plus talentueuse que j'ai connue, mais aussi quelqu'un de l'intelligence et aussi une capacité de raconter des histoires très, très... Moi, j'ai dit toujours qu'elle m'a raconté... parce qu'elle voulait être metteur en scène, j'ai dit bon, il faut que tu le fais parce que je sais que tu as quelque chose et j'avais raison. Elle a du talent. Je sais que elle a commencé à travailler très jeune. Elle a fait des films comme actrice à 5 ans, 6 ans. À 8 ans, il a fait le film de Terry Gilliam, de Munchausen. Et maintenant, elle a 2 filles et je sais qu'elle elle est très contente chez elle. Elle ne veut pas faire l'actrice et elle prend son temps pour faire son prochain film comme metteur en scène. Mais c'est normal parce qu'elle a commencé à travailler très 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 jeune. Et avec les autres acteurs, c'est pas. Pour moi, il y a pour moi, la rencontre aussi avec Emily Mortimer, l'actrice de La Librairie, c'était chaque fois que j'allais au cinéma et j'ai voyé un film et elle était dans l'écran, il y avait quelque chose qui me touchait beaucoup. C'est sa voix, son innocence, une espèce de pureté que quand j'écris le scénario de La Librairie, je l'avais en tête et bon, quand je l'ai proposé, il a dit oui et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé s'il m'avait dit non, mais bon, elle a dit oui. On va vous donner la parole à vous, public, qui avez vu ce film à différentes reprises pendant le festival, pendant cette édition. Donc voilà, l'enregistrement sera mis en ligne dans quelques jours, donc vous aurez la possibilité de réécouter les interventions d'Isabel Coixet et puis Maria Soledad Rodriguez. Alors, des questions? Oui, plus une remarque qu'une question véritable. Je n'ai pas assisté au tout début, alors peut-être que ça a déjà été abordé. En fait, c'est votre rapport au lieu et, je dirais, à l'identité et en même temps à la langue. C'est-à-dire que je repense à ce film, bon, alors je ne l'ai pas vu cette année, mais je l'avais vu, c'était donc ça, sur une plateforme, donc un no man's land total. On voit arriver une personne qui ne parle pas, donc l'absence de voix, et qui vient d'un territoire où on s'est battu pour... un arpent de terre, quoi. Enfin vraiment un territoire qui n'avait rien jusqu'au plus terrible, quoi. Et donc j'ai parfois le sentiment, en vous écoutant et en suivant un peu de loin, que vous avez un rapport de méfiance vis-à-vis de ça, je ne sais pas trop comment le dire, et je retrouve ça à l'inverse dans l'idée de faire un jour en Espagne, c'est-à-dire que vous, en tant que Catalane, Espagnole, Européenne, citoyenne du monde, vous voyez cette espèce d'emboîtement, j'ai toujours l'impression, enfin j'ai l'impression de loin, encore une fois, que vous fuyez presque vous tournez autour de cette question triple de l'identité, du territoire et de la langue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que dans les derniers 3 ans, on m'a demandé beaucoup sur l'identité. Et moi, je n'ai pas de problème avec l'identité. Pour moi, l'identité... C'est mon père qui a commencé à travailler à 14 ans. C'est ma mère qui travaillait dans une usine à 17 ans. C'est Brel, c'est Barbara, c'est Raphaël, c'est Buñuel, c'est Benjamin Biolay, mais aussi Luz Casal, c'est Stendhal, c'est Faulkner.
Et c'est Murakami, ça c'est l'identité. Donc moi par chance, je suis quelqu'un qui j'habitais dans plusieurs lieux du monde et je me sens bien, je me sens mal dans n'importe quel pays et n'importe quelle ambiance, non? Je peux me sentir très mal à Barcelone. Dernièrement, je me sentais très très mal. Et par contre, je me sens comme je sais pas, je me promenais ce matin pour Nantes et j'entrais dans les librairies, les bien-aimés, et je dis ça c'est chez moi, non? Je comprends très bien parce que je le vois qu'il y a des gens pour qui l'identité c'est capital, cette identité, c'est l'identité construite. Mais bon. L'autre jour à New York, j'ai dit, parce qu'on m'a demandé aussi sur l'identité, j'ai dit, I think identity is overrated, et c'est ça que je sens. Je ne sais pas si je le crois, mais c'est ça c'est la conclusion à laquelle j'arrive depuis, c'est pas lundi, j'aurai 58 ans, donc ça peut dire que je peux dire que j'ai pas de problème avec l'identité. Je sais exactement qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux et les choses que je ne veux pas. Donc. C'est par rapport au lieu surtout qui m'intéresse, c'est-à-dire le fait d'aller filmer sur une plateforme pétrolière, par exemple, c'est un lieu où justement on voit plus l'identité. C'est bon. La plateforme pétrolière, je dois dire quand quand j'ai travaillé dans une vraie plateforme, c'était au sud de Chili, et c'était vraiment un univers où les gens passaient des mois sans sortir et il y avait des gens de tout le monde et tout le monde était forcé à vivre ensemble de manière rationnelle parce que le moment que quelqu'un était pas bien, la conséquence, la souffrance de ça, c'était dans la chaîne de travail. Donc pour moi, tous les gens qui travaillaient là étaient forcés d'avoir un rapport bien avec les autres, bien, disons correct. Et pour moi, c'était vraiment aussi une leçon de, écoute, quand il faut, vraiment les gens s'entendent bien. Hein. Alors, d'autres questions? J'aimerais revenir sur votre film La vie secrète des mots et savoir pourquoi il y a eu cette volonté de mettre un tel isolement par rapport aux personnages, parce que j'ai trouvé que les personnages étaient assez isolés dans le film et par rapport à la plateforme aussi qui est un peu à l'écart de tout finalement. Comme je l'ai dit avant, quand j'ai commencé à écrire ce film, j'étais vraiment fascinée par le lieu parce que je voulais faire un film sur une plateforme pétrolière et je voulais faire un film sur deux amis, deux hommes qui dans cet endroit où on découvre que l'autre est amoureux de sa femme. Pour moi, c'était le début du film. Mais bon, cette personnage qui on ne sait pas les origines, cette personnage qui travaille, qui mange de choses tout le temps le même, qui parle pas, elle est sourde, elle est pas sourde, on ne sait pas bien dans le film. Pour moi, cette personnage a commencé à envahir toute l'histoire, la trame et la plateforme. Et la question, qu'est-ce que c'était la question? Pourquoi les personnages étaient aussi isolés dans le film? Pourquoi Dans La vie secrète des les mots. personnages sont isolés? Oui, les personnages dans le film. Tous les personnages? Oui, en général. Bon, parce que les personnages sont isolés à la vie aussi, non? Non? J'ai trouvé qu'ils étaient assez isolés, finalement. Et pourquoi pas? C'est pas, non? Pour moi, les personnages isolés sont plus intéressants. Là. Moi, je comprends pas les gens qui pour l'instant, quand tu vas au Pays Basque, ce concept de, comment ça se llama, la banda, les gens qui
Les gens la bande à copains qui sont devant, ta sortie à boire, moi ça m'intéresse pas. Je comprends pas comment on a des vraies liaisons avec 20 personnes qui sortent à boire la bière et ça. Et donc dans mes films, les gens sont isolés, oui, c'est vrai. Dans le film de Kaurismäki aussi, peut-être j'ai copié Kaurismäki. Je sais pas. Je sais pas. Dans La vie secrète des mots, vous leur faites dire sur la plateforme, le directeur et aussi le cuisinier, à un moment, ils disent « on est tous des solitaires ». On est tous des solitaires. C'est pour ça qu'on se plaît finalement sur la plateforme, parce que bon, bah voilà, il n'y a pas à avoir de relation forcément... Si, mais bon, c'est en solitude. À la fin, le moment qu'on fait la nourriture pour les autres, la solitude, c'est fini, non? Et les moments quand il faut parler, il faut travailler ensemble. Mais bon, la solitude, c'est bien, non? Je trouve que identity is overrated and loneliness is underrated. Alors, il nous reste deux derniers. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre prochain projet, par exemple? Oui, c'est un film que j'ai commencé à écrire, il fait 9 ans, je crois. Et c'est l'histoire, c'est basé dans une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est passée au nord de l'Espagne, à Galicia. Et c'est l'histoire de deux femmes qui s'appellent Elisa et Marcela. C'est deux femmes qui elles étaient amoureuses et Elisa, elle a volé l'identité d'un cousin qui est mort et elle s'est dégagée un homme. Et ils ont convaincu un prêtre d'une église de La Coruña qu'elle était un homme. Donc le prêtre les a mariés. Mais 2 jours après, on a découvert que c'était 2 femmes. Donc c'est une histoire vraie, une histoire très 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 tragique. Mais c'est une histoire très intéressante, surtout parce que on a des informations, mais on n'a pas vraiment... Il y a toujours des... J'ai travaillé avec un professeur de l'université de Santiago qui a vraiment... C'est le type qui a plus d'informations, qui a vraiment fait une investigation très profonde sur cette histoire, mais on n'a pas des... Il y a des trous dans cette histoire qui m'intéressent beaucoup, donc c'est mon prochain film que je commence à tourner. Au début mai. On va toucher de bois. Le casting, c'est une actrice formidable, c'est Natalia de Molina, que c'est elle qui va faire Elisa, que c'est la femme qui... Et il y a une jeune actrice qui a fait des courts-métrages et mais qui s'appelle Greta Fernandez, que c'est la fille d'Eduard Fernandez, que je la connais depuis qu'elle a 10 ans. Et je me souviens qu'un jour, je l'ai vue chez moi, devant le miroir, pleurant. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, j'aime boire moi-même en train de pleurer. Et j'ai pensé, cette fille va être une actrice. Donc, c'est une opportunité de travailler avec elle. Et on commence à préparer cette semaine. Alors, une dernière question. Je voulais savoir à quel moment vous avez découvert que vous aimiez le cinéma et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire votre métier? À quel moment? Ma grand-mère travaillait dans un cinéma qui encore existe à mon quartier, à Barcelone, à Gracia. C'est un cinéma qui s'appelle Texas.
Et parfois, ma grand-mère était à la... Comment ça s'appelle, la taquilla, la guichette. Et comme mes parents les travaillaient les deux, j'ai passé beaucoup c'était un cinéma de quartier, donc on faisait toujours des sessions de 2 films. Donc c'était beaucoup dans ces cinémas. Et un jour, on m'a dit, est-ce que tu veux voir la cabine de projection? Et je dis, oh, oui, j'avais 7-8 ans peut-être. Et on a monté. Donc j'ai vu cette espèce de projecteur énorme, avec la lumière, avec la poussière, le bruit. Et on m'a dit, cet morceau de plastique, c'est le film. Et j'ai dit, mais comment c'est le film, hein? Non, ça c'est le film. Et on le projette ici, on fait la projection ici avec la lumière. Et ça, c'est ça. Et on m'a montré le petit trou. On voyait vraiment que le résultat de cette projection, c'était là. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, mais j'imagine que j'ai décidé de faire du cinéma parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est une idée que j'avais en tête toute ma vie, mais je ne sais pas le dire. Et un jour, je ne sais pas, j'avais... 15 ans, j'ai dit, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Parce qu'avant, j'ai dit non, je vais être écrivain, c'est pas biologue. Et un jour, j'ai dit non, je veux faire du cinéma. Il m'a dit, mais cinéma, comment? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je veux être metteur en scène de cinéma. Et tout le monde a ri, donc j'ai tu. Et la prochaine fois que je l'ai dit, c'était quand j'avais fait mon premier court-métrage, parce que j'ai découvert que ce mieux, c'était se taire et faire des choses que dire. Je veux être metteur de cinéma, parce qu'il n'y avait personne autour de moi qui était metteur en scène. Et je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'un metteur en scène faisait, mais c'est ça que je voulais. De l'autre côté. Votre métier. Donc, moi, je suis espagnol qui reste. Pardon? Comme ça? Ah. Donc, je suis résident à Nantes depuis très, très longtemps. Et j'ai vécu un peu avec sidération les événements en Catalogne l'année dernière. Et donc cette déclaration d'indépendance au forceps, je dirais. Et donc j'ai vu qu'il y a des Catalans comme vous, comme Albert Boadella, par exemple, Joan Manuel Serrat, Rosa Maria Sardà, des Catalans, dans le monde des arts, très, très, je dirais pata nègre, qui ont pris des positions très, très courageuses, parce que, bon, ils ont été insultés, etc. Bon, donc, la seule chose que je voulais vous dire, c'est merci, en tant qu'Espagnol, résident, donc, à l'extérieur de l'Espagne, mais qui a vécu ces événements avec beaucoup d'inquiétude et de sidération, si vous voulez. Merci, Isabelle. Merci à vous. Merci. C'est dur, hein, être catalane, européenne et tout ça. C'est dur à habiter le monde hein, aujourd'hui. Mais bon, écoute, il fait son temps, c'était dur aussi. Et l'histoire, s'il y a les leçons qu'on peut recevoir de l'histoire, est-ce que toutes ces choses, tout ça va passer bon, espérons que rapidement. Mais bon, il faut parler, hein, il faut dire ce qu'on pense de manière respectueuse, et c'est ça que je fais. Mais bon, il paraît que nous ne sommes pas les bons Catalans, qu'il y a des bons Catalans et des mauvaises. Bon, c'est comme ça. C'est pas juste, mais la vie est pas juste.
Donc je vais remercier Isabelle Coixet pour tout d'abord son cinéma, dans sa globalité, cinéma que l'on suit depuis ses débuts, pour ses engagements citoyens dont Soledad a parlé, et pour cet engagement particulier, parce que je sais comment c'est difficile d'aller à contre-courant. Et voilà, je ne dirai pas plus, elle l'a dit beaucoup mieux que moi. Et c'est bien aussi pour toutes ces raisons que le festival et la direction du festival a décidé il y a longtemps, Georges Letissier était témoin, que c'était l'année d'Isabelle Coixet pour plein de raisons. Donc voilà, je voulais simplement vous donner rendez-vous parce que le rôle d'une directrice du cinéma, c'est de vous amener aussi au cinéma et qu'on a parlé de ce film merveilleux, L'Espagne en un jour, c'est l'Espagne de nous tous. Et puis ne ratez surtout pas ces grands morceaux de cinéma qu'est la librairie qui passe demain dans une double clôture à l'Opéra et 1 heure après au cinéma le 14 ans. Isabelle Serrala, c'est vraiment un des plus beaux films. Comme il n'est pas en compétition, je peux me laisser aller. C'est vraiment un des plus grands films de cette année. Je peux dire un élément qui est vraiment probant de cette beauté de ce cinéma. Un film en VO sous-titré dans une Espagne qui ne voit la plupart du temps que les films doublés. Et un film où, dans certaines salles de cinéma, les gens applaudissaient à certains dialogues qui défendent justement les valeurs que Isabelle vient de nous faire partager. Donc je pense que pour un pays comme l'Espagne, ça a beaucoup d'importance. Donc demain, rendez-vous pour voir la librairie qui parle de la Grande-Bretagne 54, mais qui parle beaucoup d'elle et vraiment de nous tous. Gracias, mille gracias. Merci. Bon, et une masterclass s'est amenée une spécialiste de la question, et Maria Soledad Rodríguez était là vraiment pour nous faire vraiment rentrer à l'intérieur de chaque film. Et vraiment, je la remercie pleinement d'être venue de Paris.